C'est parti. Et bonsoir, bonsoir et bienvenue. C'est la rentrée de Parole d'honneur, c'est la rentrée de la Perm aussi. On va débriefer l'actu pendant une bonne heure avec une équipe de choc que je vous présente sans plus attendre. On commence par les invités, Samir? Bien sûr. Évidemment, bien sûr. Quand même, on n'est pas des Arabes pour rien. Voilà, sens de l'hospitalité. Marhaba, comme on dit chez nous. Voilà. Voilà. Élie Dupré, Salut. membre de Tzedek, C'est ça. et puis aussi auteur, puisque c'est un grand jour pour toi. Yes, il y a mon premier roman qui sort aujourd'hui, donc je suis super heureux. Je recommande à tout le monde de l'acheter, vraiment c'est très important de l'acheter, c'est un geste militant fort. Voilà. Montre-le Et pour que les contribuer gens au le train de voient. hype aussi. Montre-le, voilà. Yes. Tigeant élégant, tu dis deux mots dessus? Tigeant l'élégant. Élégant, ouais. En fait, donc c'est moi j'ai vécu longtemps en Guadeloupe et là-bas j'ai rencontré un ancien gangster qui m'a proposé d'écrire sur sa vie. Donc voilà, c'est un roman inspiré de sa vie, qui leur a vu naviguer aussi bien donc, dans le grand banditisme, la prison et les luttes aussi un peu d'indépendance guadeloupéenne. Était très proche d'un gangster d'extrême gauche qui s'appelait Pierre Goldman. Donc voilà, il a été à Cuba aussi, ça parle de pas mal de trucs, de masculinité subalterne, de racisme, c'est super, achetez-le. On va l'acheter, hein. Si tu nous l'offres pas, on l'achète. Hein. Non, Ouais. vous, je veux l'offre. Ah, bon, bah, quand c'est gratuit, c'est toujours, voilà. Et Richie, Salut Richie Sabrina. Thibault, salut. Comment ça va? Bah ça va. Et Toujours toi, un plaisir d'être Toi aussi, ici. alors tu as une actu particulière? Bah ouais, moi aussi. Alors j'en avais déjà parlé, mais parce qu'il était sorti en précommande depuis le mois de mai, mais il est sorti en librairie la semaine dernière. Ce bouquin, ce manifeste qui s'appelle Arrachons une vie meilleure. Tout est dans le titre. Et je crois qu'on est censé en parler tout à l'heure, car Samir a commencé la lecture. Ah. Et paraît-il, il a de nombreuses questions. Il a beaucoup d'inspi ce soir. Donc voilà. Il va faire le flic ce soir, c'est l'OPJ. Ouais. Alors Monsieur Thibault, Les Français veulent savoir. C'est ma nouvelle chronique. Bon bah super, on en parle tout à l'heure avec Samir et toi. Et puis Samir, militant décolonial, Voilà. Samir Bouslina. Merci. T'es content qu'on retrouve notre public aujourd'hui? Je suis trop T'as l'air en heureux. forme. Ouais, franchement, ça fait du bien. Alors, ça fait du bien de couper. Déjà, donc, salam alaikum à tous. Nique la bague, bien sûr. Et puis Macron lâche la balle, c'est bon là, faut partir maintenant. Mais ouais, ça fait du bien d'avoir fait une coupure parce que l'année était assez intense. Mais on est remonté comme jaja, comme jamais. Voilà, comment dirais-je, on a plein de choses qui sont prévues. Ça, tu en parleras après. Tout à l'heure, Voilà. déjà, Vraiment, je souhaite à tout le monde une bonne rentrée. Toujours Free Palestine, fort. Et puis voilà, on est là, on va mener les combats. Bien sûr, Voilà. ouais. Bah justement, tu parles de mener des combats. Avant qu'on rentre vraiment dans le vif de l'actu, je rappelle que nous avons toujours besoin d'argent, ça ne change pas. Donc il y a le Tipeee, un don régulier, c'est comme ça que vous nous aidez le mieux, que vous nous aidez le plus à continuer et à prospérer aussi pour que voilà, cette année on fasse encore plus de choses que l'année précédente. Et un tout petit point technique, je pense que le chat a remarqué que nous n'avions pas de gros micros devant nous. Et donc aujourd'hui, on est dans une phase expérimentale. On remercie l'équipe technique, bien sûr, Yazid, Omar. Et pas Christophe, bien sûr. Non, Christophe. Et il y a aussi qui sont là, John. Et j'ai un trou de mémoire, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et Bruno. Voilà, et en fait, on est en train de tester des micros cravates. Ouais, bah vous nous direz dans le chat. Hein. Vous nous dites si Est-ce c'est que le son va de Macron si c'est un ce glow soir? up. Est-ce que le son va de Macron ce soir? Dites-nous dans le chat. C'est un son ultra libéral ou pas? bon, au niveau humour, faut faire des efforts parce que là. Les murs, t'aimes pas les murs? Au niveau humour, Ah, humour. Pourquoi il dit ça? Bah écoute, il a le droit de... bah c'est digne. Liberté d'expression. On dirait du Sophia Aram quoi. Ah ouais. Attends, il parle à qui là? Je sais pas, ça clash. Bon bah tu feras pas la promo de ton livre, voilà, t'es puni. On vient de perdre 30 minutes d'antenne. Ouais, et bah c'est pas grave, on va parler d'autre chose, voilà. Ah mais laisse-nous, on se chauffe un peu. Je rigole. Ouais, non mais c'est normal que bon C'est pour voilà. instiller le Il truc. est c'est taquin, hein, En fait c'est comme les crêpes, ouais. c'est comme les crêpes, tu vois. Tu sais, tu rates toujours les 2-3 premières et puis après bah Ah ouais, voilà, d'accord. dès que t'es chaud c'est bon. Non mais elle était bonne la mienne sur Sophia. Ouais, Sophia Aram, ouais. Quelle catastrophe celle-là. Ah mais vraiment horrible, Ouais. Elle en loupe On pas l'aime une. pas. Ouais. Mais comme dirait Madame la députée Ercilia Soudé, pour qui j'ai l'honneur de bosser, une condition pour être humoriste chez France Inter, c'est de ne pas être drôle.
Aujourd'hui. Ça lui va bien. Hein. Aujourd'hui. Ouais, parce que Meurice. Non, mais aujourd'hui. Bon. Ouais, c'est ça. Pourquoi que Maurice, il était pas si drôle en vrai. Hein. Même sa blague, c'est pas si drôle. En vrai, je pense que tu mets le meilleur humoriste France Inter avec France Inter, ça rend les blagues beaucoup moins drôles tout de suite aussi. Voilà, c'est ça. Guillaume Meurice, tu veux dire? Mais moi, j'ai rien contre Guillaume Meurice. Perso, je le trouve drôle. Si, il est drôle. Moi, je préfère Walidia, mais j'avoue, même les rires France Inter me cringe même avec Walidia. D'ailleurs, il a écrit un livre sur cette histoire quand même, et il a réussi à capitaliser le gars quand même. Hein. Ouais. Il est sur Nova maintenant. Il est sur Nova, ouais. Tu vois le timing ou pas? On a quelqu'un qui va arriver dans 2 minutes. Vous voyez. Et donc bien sûr, cette émission sera présentée par l'exceptionnelle Sabrina Waz, qui s'en revient non pas des Amériques, mais des amphis. Des amphis, on dit les amphis. Mais oui, c'est les amphis, c'est un jeu de mots. D'accord. Amphi, tu vois. Bonjour. Youssef Boussouma. Bonjour. Une arrivée triomphale. C'est un petit verre d'eau. On dirait Aïda dans l'œuvre de Verdi. Comment ça va, Youssef? T'es content de reprendre les perles? Très bien. Oh, c'est nouveau ça. Ouais, nouveau micro. Nouvelle année, rentrée, nouveau micro. Voilà. Et bien sûr, on passe le salam à Mariam. Voilà. Mariam. Un grand salam à Mariam. Et des bises. Mariam. C'est ça? Mariam. Par contre, je sais pas comment mettre en grand écran. C'est pas grave. Bon, on va commencer. On va commencer par parler, Youssef, d'une histoire qui a beaucoup choqué sur les réseaux sociaux et en même temps qui est restée quand même en dessous de certains radars. C'est l'histoire de Micheline Rondeau, dite Maman Mimi, qui s'est fait agresser en Seine-et-Marne, hein, Richie c'est bien ça, en Seine-et-Marne fin juillet. Et donc agression avec des insultes, aussi une agression physique très grave. Et en fait sa fille, donc Jessica Rondeau, a diffusé une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Et elle est devenue virale cette vidéo notamment parce que au-delà de l'agression physique, eh bien quand cette femme Micheline est allée au commissariat, eh bien ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Alors on va en parler, on va regarder d'abord une vidéo d'Agi+, qui résume un petit peu la situation et puis on entend Micheline parler et puis ensuite on en parle tous ensemble, notamment avec toi Samir, parce que je sais que tu as bien suivi la situation et que tu es très sensible aux questions de violence institutionnelle. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc on regarde ça ensemble et puis après on en discute. Ici, c'est un très mauvais souvenir pour moi, l'endroit de l'agression. Voilà, ça s'est passé ici. Ma mère a été victime d'une tentative d'homicide à cause de la couleur de sa peau. Elle sortait de son lieu de travail, elle était garée sur sa place habituelle et... Moi, je me gare là parce que je suis en train de travailler. J'étais avec ma collègue, on faisait ce carreau. Et il y a une jeune dame qui me demande de libérer la place. Son compagnon, il me dit, madame, si vous n'êtes pas contente, retournez dans votre pays. J'ai enlevé les gants, je suis sortie par là. Et son véhicule, il était garé ici. Il m'a mis par terre, là. Il a commencé à me donner des coups. La deuxième fois qu'il m'a mis par terre, il me dit, je vais te marquer, sale presse. En sortant son couteau, il voulait me trancher la gorge. Je me suis débattue, heureusement. Et c'est comme ça que le couteau, il est parti là. Voilà. Ici, c'est un très mauvais souvenir pour moi. On dit voilà. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Pas que d'autres personnes subissent ça. C'est ça. Donc c'est ça notre but. On essaie de lutter pour ça. Voilà. On me traite de menteuse. Ah ben non, ça s'est pas passé comme ça. Ils ont cru aux gens qui m'ont agressée et moi qui suis la victime, on m'a pas cru. J'ai des preuves quand même. On va te condamner. C'est ça, avec une histoire. Chez moi, 70 ans, handicapé, police m'empêche de rentrer chez moi. Je suis devant chez moi, j'ai 70 ans, handicapé, la police m'empêche de rentrer chez moi. Vous voyez, la police est devant la porte. En fait, il n'y a pas de son.
reconnue plus notoirement. Elle est changeante d'humeur par rapport à tout ce qui s'est passé. Des fois, elle va être très fatiguée, des fois, elle va être très énervée, des fois, elle va être apeurée. C'est très compliqué de sortir avec elle parce que voilà, dès qu'elle va voir un peu des personnes du type de l'agresseur, elle va se recroqueviller, elle va être en panique complète. J'ai peur pour elle, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour moi, j'ai peur pour ma famille. On est métis, donc forcément... On subit aussi le racisme. Hein. Et avant, c'était verbalement, mais là, on commence à s'en prendre à nous physiquement. Voilà, donc histoire assez incroyable et en même temps qui ne nous étonne pas forcément quand on connaît voilà, la police. Samir, toi, tu as suivi toute cette histoire? Ouais, en fait, alors moi j'en ai entendu parler la première fois sur Twitter. C'est Christa Vango. Donc qui travaille beaucoup sur les questions de racisme et notamment de négrophobie, également sur la situation en RDC. Donc elle essaye d'alerter un peu sur ces sujets-là qui sont effectivement deux sujets qui sont un peu, comme tu as dit tout à l'heure, qui parfois passent un peu sous les radars médiatiques et aussi des organisations, j'allais dire, antiracistes, quoi. Donc c'est important d'apporter notre soutien à leur démarche. Alors, effectivement, une agression très violente, on voit, il y a eu vraiment une blessure hyper importante au niveau du front. Et quand comment dirais-je, on s'informe sur tout le déroulé de l'histoire, il y a des aspects bien sûr individuels. Alors on pourrait se dire voilà, on est dans le domaine un peu du fait divers, etc. Mais on se rend compte qu'il y a aussi une dimension systémique, une dimension qui est beaucoup plus, qui va beaucoup plus loin que juste l'altercation entre deux personnes ou l'une des personnes. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que lorsqu'il se défend, il nie l'utilisation du couteau, par contre il reconnaît l'injure raciste comme si bon, dit que ça va passer. Ça c'est pas grave en fait. Vous avez entendu l'insulte, enfin je vais te marquer, qui est comme une référence à l'esclavage. À l'esclavage avec vraiment une connotation, j'allais dire, coloniale quoi. Coloniale et moi ce que je voulais dire c'est que, et après j'aurais terminé, c'est que pour moi cette libération d'une violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, est systémique dans le sens où ce genre d'agresseurs se sentent légitimés par un discours médiatique, par un discours politique. Et on ne peut pas décorréler l'un de l'autre. Voilà ce que je voulais dire. Youssef, tu voulais réagir dessus? C'est ça, c'est-à-dire que la facilité avec laquelle les choses se passent, en plus, ce qui est très très grave dans l'affaire, je parle en micro là, c'est bon? D'accord. C'est que des racistes comme ça, il y en a de plus en plus évidemment. Et alors, on va encore nous sortir de notre SOS racisme, il y a des racismes, c'est pas bien, etc. C'est que, justement, et c'est là la nuance entre l'antiracisme comme moral et l'antiracisme politique, c'est que malheureusement, des crapules comme ça, il y en a un paquet. Il y en a un paquet et ça prolifère de plus en plus parce qu'effectivement, on l'a vu, la montée du Front National encourage, mais surtout, c'est l'État qui encourage. Par son comportement, l'État, lorsque l'État montre... désigne en permanence les ennemis de l'intérieur, les ennemis de la République, les ennemis de la démocratie, les ennemis de ce qu'on veut, hein, eh bien, il désigne à la vindicte et il indique à ces malades qu'en fait, eh bien, finalement, ils peuvent passer à l'acte, qu'il n'y aura pas beaucoup de conséquences. Et la meilleure preuve, j'en veux pour preuve, l'attitude des policiers. Parce que c'est ça le plus grave dans l'affaire, c'est que les policiers vont jusqu'à demander qu'elle refasse son procès verbal. Alors la question que je me pose, qu'elle refasse son procès verbal, alors comment vont-ils expliquer la blessure qu'elle a à la tête? C'est ça, elle s'est cognée exprès pour pouvoir accuser le pauvre agresseur qui était dans son droit et qui a été... Non mais c'est absolument extraordinaire. Ce qu'il y a de très grave, c'est qu'on lui demande de refaire sa déposition. De refaire sa déposition. Et ça c'est absolument inimaginable. C'est-à-dire qu'il y a une connivence totale entre le pouvoir, ses institutions, la police et les petits racistes. Et c'est ça la grande différence, c'est qu'on a affaire, effectivement, comme tu l'as dit, à un racisme structurel, un racisme systémique, structurel, et il ne pourrait pas en être autrement, vu la facilité avec laquelle les choses se passent, et surtout des passages à l'acte. Parce que les passages à l'acte comme ça, à mon avis, je crains que ça ne se reproduise souvent. Et quoi, on se croirait en Alabama, là, dans les années 20. Mississippi Burning. Mississippi Burning, c'est vraiment incroyable, ça. Alors auparavant, on disait c'est uniquement dans le sud de la France. Moi, j'ai l'habitude d'appeler l'Alabama le sud de la France. Hein. Non, là, c'est en Seine-et-Marne. Mais là, en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, les confédérés, les sudistes,
hein, sont montés jusque-là. Non, non, c'est extrêmement grave. Et ce qu'il y a de grave aussi, c'est que, évidemment, après le troisième maillon, hein, la presse en a fait vraiment peu de cas. Parce que c'est ça, on a les différents échelons. Hein, l'échelon du racisme qui intervient avec la police. Ensuite, le deuxième échelon, l'État qui, finalement, il n'y a pas grand... normalement, si ce pays était bien constitué, hein, on aurait dû avoir une déclaration officielle d'un ministre, etc., des faits intolérables, etc. Hein, bien évidemment, hein, on ne l'a pas. Et on n'a pas non plus l'échelon de ce qu'on appelle le contrôle, hein, le contrôle, enfin le contrôle social, la presse, qui ne dit mot. C'est là où on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de craquer, vraiment, enfin qui a craqué depuis longtemps, mais là il y a une connivence de ces différentes instances. C'est extrêmement grave. Oui, enfin, là c'est vraiment le racisme institutionnel qui vole au secours du racisme structurel qui là s'est exprimé dans l'agression d'une femme noire, mais qui peut s'exprimer par plein d'autres façons. Et des Micheline, finalement, il y en a plein. Et c'est pour ça que c'est important, je vais vous laisser la parole, de soutenir cette femme et sa fille, parce qu'en fait, des jeunes, des moins jeunes, des anciens qui se font comme ça agresser et qui n'osent pas aller porter plainte, ou alors qui se prennent des murs, qui se prennent le mur de l'institution, il y en a énormément, il y en a des milliers. Là, attention, elle a fait une garde à vue. Et sa fille aussi a fait une garde à vue. C'est-à-dire qu'elles ont été portées l'affaire devant la police, elle s'est retrouvée elle-même en garde à vue, avec 11 policiers qui sont entrés chez elle, etc. Un truc de fou. Alors, ce que je n'ai pas compris, pourquoi les policiers sont venus chez elle, au fait? Parce qu'ils lui demandaient de changer sa version. Parce que comme l'autre a porté plainte, son agresseur a porté plainte, ils sont venus pour la mettre en garde à vue et lui faire changer sa version. C'est incroyable. Mais, voilà. Non, mais c'est sidérant, mais ça aurait dû faire la une des journaux, mais c'est incroyable. Oui, là, c'était le silence radio. Hein. On en parle très peu de médias, on en parlait, c'est pour ça, parlez-en autour de vous. Élie, toi, tu avais suivi aussi cette histoire. C'est extrêmement grave. Et puis, pour rebondir sur ce qu'on disait sur l'Alabama, là, c'est aussi vraiment à travers l'inversion de la culpabilité. C'est vraiment le pouvoir des larmes blanches, des white tears, comme c'est aux États-Unis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne blanche commet un acte, si c'est elle qui se victimise, après, l'institution va lui donner raison. Et je suis tout à fait d'accord sur ce qui a été dit tout à l'heure. On a vu, notamment au moment des législatives, que dans le contexte de fascisation de la société, qui s'exprime également sur le plan politique, il y a une libération complète là aussi bien des paroles racistes. Et là, on voit d'ailleurs qu'il assume sans aucun problème son agresseur d'avoir prononcé ces insultes racistes. Mais il y a aussi une explosion des actes directement d'agression. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment très inquiétant. Et sur le cas de la police, de la même manière qu'on ne peut pas faire confiance à l'IGPN, qui est la police, pour enquêter sur l'assassinat de Naël, de Adama ou de Zineb Redouane, on ne peut évidemment pas faire confiance à la police, qui sont quand même constituées dans une écrasante majorité de personnes racistes qui votent pour des partis d'extrême droite. Et quand bien même ils ne seraient pas eux-mêmes racistes, l'institution produit en eux ce racisme-là. On ne peut évidemment pas compter sur eux pour traiter judiciairement ces questions de racisme. Complètement, oui, c'est une histoire qui fait complètement écho à tous les cas qu'on connaît où la police ment, sauf que là, elle ne ment pas pour se protéger directement, mais pour protéger un système qui lui est favorable. Mais parce qu'elle reconnaît cet agresseur raciste comme l'un des siens d'une certaine manière, et donc elle fait corps autour de lui. Mais ça renvoie à la notion d'état racial intégral, dont Ouria Boutelja avait parlé dans Beauf et Barbare. Voilà, c'est que là, tout le monde se tient, tout le monde se serre les coudes. Il y a l'agresseur, j'allais dire le bras armé, c'est le petit facho, l'agresseur, le petit facho de base, quoi, soutenu par sa milice armée et légitimée par ce qu'on appelle la violence d'État, la violence autorisée, quoi, si on peut dire, qui elle-même est légitimée et renforcée. Et je renvoie aussi au livre de Ricci qui en parle, quand il dit que voilà, quand il y a ce genre par exemple, quand il y a les émeutes, etc., les policiers vont faire pression sur l'État pour avoir plus de moyens, etc. Donc toute cette chaîne, en fait, crée un front de résistance raciste face à un ennemi imaginaire qui serait l'immigré, le noir, l'arabe, et autorise, j'allais dire presque implicitement, mais des fois même explicitement, la répression. Parce que quand je dis presque explicitement, c'est que par exemple en Kanaki, les milices ont été, je veux dire... c'est ça, à l'œuvre. Ouais, et puis elles ont été clairement encouragées, quoi, je veux dire. Bien sûr. Elles ont été encouragées. Et alors le problème, il est que il a existé dans ce pays parfois des milices, hein, on l'oublie.
mais dans les années 70, il y avait des milices. Il y en avait une à Roubaix qui s'appelait les Chevaliers de Roubaix, qui était constituée en grande partie de... Non mais c'est vrai, hein, il y avait pas mal de chauffeurs de taxi, etc., qui décidaient de faire la police eux-mêmes et qui le soir patrouillaient, mais c'était absolument incroyable. Il y en a eu dans d'autres villes. Et puis il y a eu surtout, pour ceux que ça intéresse, c'est bien la fameuse année 73, l'année de ce qu'on appelait la grande ratonnade de Marseille, la ratonnade oubliée. Il y a un documentaire qu'on trouve sur YouTube. 73. Et là, on a vu des racistes venir armés et faire des cartons dans des cités et on a battu des gens. Donc c'est des choses qui sont dans ce pays, qui sont pas du tout, bien sûr, qui peuvent très bien une continuité. Il y a ces choses, ces gens-là, comment c'est? Il y a des choses enfouies en fait qui peuvent ressurgir comme ça. C'est ça que moi qui me sidère, c'est qu'il y a le truc de oui, parce que il faut savoir que cette émission est sponsorisée par la brigade des tunneliers de Paris. Donc voilà. Non mais tu parlais de choses enfouies, je donne la parole juste à choses enfouies. Moi j'ai vu une vidéo où Micheline elle parle et elle dit « Oh je suis une bonne Française depuis 40 ans, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours voté, ça m'a fait tellement mal au cœur. » Mais je vais lui dire « Mais Micheline, quand bien même tu n'aurais jamais bossé de ta vie, tu aurais passé ta vie sur un canapé, on n'a pas à te trancher la gorge. » Parce que là le gars était parti pour... Non mais il était parti pour lui trancher la gorge, elle l'explique. Non mais à te marquer, tu vois. Et elle a dû se battre. Pression, je vais te marquer. Vous vous rendez compte le niveau d'intériorisation quand même pour se dire que finalement le respect on le mérite pas. On demande et la protection de l'État. On demande d'être épargné. Elle demande même pas, elle demande d'être épargnée simplement. Mais c'est... Ouais. Il faut se battre ici pour parler, Reggie. Non mais déjà je pense que c'est très important d'en parler ce soir. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça a été dit à plusieurs reprises, il y a un silence médiatique qui est assourdissant autour de cette affaire et autour des actes et des crimes racistes en règle générale. Et il faut briser cette omerta, ce silence médiatique, il faut le contrecarrer, d'où la nécessité d'avoir ce type d'espace pour faire écho à ces actes-là et les sortir de leur invisibilisation. Ça c'est la première chose. Ensuite, si on revient sur les faits, eh bien, il y a la fille de Micheline qui dit quelque chose de très important. Elle dit « Il s'agit non pas d'une simple agression raciste, mais d'une tentative d'homicide à caractère raciste ». Dans les faits, que se passe-t-il? On a Micheline, qui est une agente de la fonction publique territoriale, qui lave des carreaux des vitres d'une mairie. Et là, elle est prise à partie par une femme blanche qui lui dit « Tu sors ta voiture qui est garée devant, je prends ta place ». Et son mari surenchérit en lui disant « Négresse, laisse ta place ». Et ça veut dire quoi? Eh bien, c'est la suprématie blanche. C'est-à-dire que les Blancs et les Blanches sont conscients d'exercer et de bénéficier, de jouir d'une suprématie sur les personnes racisées. Et donc, ils veulent en profiter et ils veulent en jouir. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le mari de cette femme blanche souhaitant prendre la place de Micheline de manière totalement arbitraire, a tenté de mettre fin au jour de Micheline dans la mesure où le couteau de cet agresseur était sous sa gorge. Il a fallu qu'elle se débatte pour se débarrasser du couteau, d'où le fait est qu'elle ait eu une entaille au-dessus de l'œil. Elle aurait pu mourir et le gars aurait raconté ce qu'il voulait. Elle aurait pu dire qu'elle l'avait agressé. Ce qui est extrêmement grave, c'est qu'effectivement, de prime abord, on pourrait se dire de manière innocente qu'il s'agit d'un fait divers. Mais il y a déjà la dimension du racisme qui structure la société et dont étaient le fruit de ces agresseurs. Mais il y a aussi une dimension institutionnelle et systémique. Quand la police, effectivement, vient blanchir, et c'est le cas de le dire en l'occurrence, l'agresseur. Parce que la police, elle fait quoi? Elle inverse effectivement la culpabilité et elle vient chercher à son domicile Micheline avec plusieurs brigades de policiers, avec 3 véhicules, alors que c'est une femme assez âgée, que son mari est en situation de handicap. En lui disant de changer de version. Et donc ça, c'est important de le dire, qu'effectivement, la police française est là pour normaliser, est là pour banaliser, est là pour défendre les intérêts de la race blanche dans ce pays. Donc ça, c'est un deuxième point. Et ensuite, je pense qu'il faut dire que ça s'inscrit effectivement dans une recrudescence des actes et des propos racistes. Et que les milices et les groupuscules de nazillons, les groupuscules fascistes qu'on a pu connaître dans les années 70, ils sont de retour en France. Moi, je vais vous donner l'exemple d'une femme, vous en avez peut-être pas entendu parler également, c'est Angela Rostage. Une mère rome qui a été tuée, on avait parlé lors de l'émission sur l'antiziganisme ici à PDH, elle était enceinte, elle est mère de famille et enceinte de 7 mois. Elle a été abattue par un groupuscule de chasseurs racistes qui avaient déjà attaqué des voyageurs en février dernier. Ces gens-là avaient déjà tiré sur des voyageurs. La police était informée des actes de ce groupuscule, elle n'a rien fait. Il a fallu attendre
que cette femme, Angela Rostage, se fasse tuer pour qu'il y ait un minimum de réaction, et ce fut le minimum syndical, de la part des effectifs de police. Donc effectivement, le racisme... Il y a eu très peu de médiatisation. Tout à fait. Et on a même reproché, je crois que c'est à Aymeric Caron d'avoir relayé, parce que le même jour, il y avait une commémoration. Non, c'était la jeune fille à Courbevoie qui avait été violée. Voilà. Et comme lui avait partagé en toute bonne foi pour médiatiser cette affaire, effectivement, Angela Rostage qui avait été totalement passée sous silence, beaucoup lui ont reproché, tu changes de sujet. C'était diversion. Ils l'ont accusé d'antisémitisme. Tu refuses de parler des juifs parce que tu soutiens la Palestine. Quel rapport? Non, mais parce que tuer, et ça il faut l'entendre, parce que tuer des Roms notamment, qui sont tout en bas de la pyramide raciale dans ce pays, des voyageurs, et je sais de quoi je parle, eh bien c'est la normalité, c'est la banalité dans ce pays. Et c'est extrêmement grave. Et moi j'appelle, et nous on travaille chez nous, pour que les gens s'auto-organisent et pour qu'il y ait de l'autodéfense. Dans la mesure où on ne peut pas compter sur la police raciste pour nous défendre, eh bien il est d'une nécessité vitale de nous-mêmes nous organiser pour être en capacité de se défendre face aux groupuscules fascistes qui tentent de tuer. Et les crimes racistes, ils sont là, ils existent. Il ne faut pas avoir des œillères et se dire ce sera seulement quand l'extrême droite arrivera au pouvoir. Effectivement, ça va décupler le phénomène. Mais d'ores et déjà, il y a ces actes-là. Et c'est ce que vient nous montrer l'histoire qui est arrivée à Micheline. Parce qu'il faut, excuse-moi, juste parce qu'il faut le préciser, parce que peut-être il y a des gens qui, en direct ou même dans les replays, ne savent pas, mais toi-même, Richie, tu fais partie de la communauté des voyageurs. Voilà. Tout à fait. Non, mais parce que tu as une certaine notoriété, mais il y a encore plein de gens qui doivent te découvrir. Et je trouve que c'est important de savoir de quel point de vue tu parles aussi. Quoi. Ma mère est gitane, mon père est manouche, donc je suis imprégné par ces crimes racistes dans ma famille. Il y a des gens qui, tous les étés, se font tirer dessus, par exemple, à coups de fusil parce qu'ils sont installés sur des terrains et ça déplaît. Je m'en souviens. Vous savez, on vient déterrer Cazeneuve et Valls en ce moment. Ces gens-là, Cazeneuve notamment, qui a porté le permis de tuer, il était au pouvoir. Qu'est-ce que tu appelles le permis de tuer? La loi sur le refus d'obtempérer qui donne un permis de tuer, en quelque sorte, aux policiers, aux fonctionnaires de police, une présomption de le fameux article 435-1, celui-là. Eh bien, à l'époque, une des premières victimes de ce permis de tuer, c'est Angelo Garan. C'est un voyageur qui est tué par le GIGN. Mais c'est aussi, avant qu'il y ait cette loi, en 2014-2015, j'avais, je sais pas, 9-10 ans, un oncle, Daniel, qui a été tué par 2 gendarmes. Il a été tué de plusieurs balles dans le dos, une qui est arrivée dans une artère, il est mort. À l'époque, silence médiatique total. Si vous tapez dans la presse et arrivez à Biscarrosse, vous allez trouver. Classement sans suite immédiat. Et je veux dire, ces crimes qui viennent de la police et qui viennent des groupuscules racistes, aujourd'hui, il ne faut pas juste les dénoncer sur le plan moral, il faut dire qu'ils sont le produit, ils découlent de phénomènes structurels et politiques, et il faut les combattre également. Et il faut que la classe politique s'en saisisse. Et là, il y a beaucoup de travail. Alors attention, parce qu'il y a une question du chat que je trouve très pertinente. Qui sont les autres lanceurs d'alerte des gens du voyage à suivre? Déjà, je vous renvoie à l'émission qui avait été faite sur PDH, sur Parole d'Honneur. Ça devait être en avril ou quelque chose comme ça, ou en mai. Tout à fait. Notamment avec Richie. Et il y avait effectivement William Acker. Il y avait... Il n'y avait pas William, mais William... pardon. On avait parlé de William Acker, parce que lui, il fait partie des lanceurs d'alerte. Il y avait Anina Chouchou. Il y avait également la voix des Roms, la voix des Roms, qui est, enfin 2 représentants de la voix des Roms. Je veux pas écorcher leur nom, donc. Et il y avait également l'avocat Henri Braun, qui est ton avocat en plus, je crois. Tout à fait. Dans tes nombreuses affaires. Voilà, allez voir l'émission. Voilà. Braun qui était aussi un autre avocat. Oui, aussi. Mais voilà, en tout cas, la voix des Roms à suivre. Anina Chouchou, Richie. Bien sûr Thibaut, avec le Peuple Révolté, je pense que c'est des questions que vous... Et puis William Acker, voilà, ce sont des personnes vraiment à suivre et qui alertent sur ces questions-là. Est-ce qu'il va y avoir des suites pour cette affaire, cette dame donc, et comment éventuellement accompagner cette dame dans ces démarches parce que... Ce que disaient Micheline et sa fille, c'est que leur avocat, enfin l'avocat de Micheline, leur avait demandé de ne pas trop parler de cette histoire, donc à nous justement de s'en faire le porte-voix. Il y a une page Instagram qui s'appelle Soutien Maman Mimi. Justice pour Maman Mimi. Justice pour Maman Mimi. Il y a une marche qui va être organisée en novembre. Le 30 ça novembre. paraît un peu loin. Alors, en fait, j'ai eu, en même temps qu'on se parlait, il y a Christa qui m'a envoyé un message sur Twitter il y a quelques... Christa, qu'on salue. Christa Vango, voilà, qui dit donc il y aura une marche le 30 novembre de 14h à 18h de Nation à République. Voilà. Donc, marche pour soutenir Maman Mimi
le 30 novembre de 14h à 18h, il ira de nation à république. Voilà. Et puis d'autre part, moi je terminerai en disant que hier un débat à la télévision où il y avait le député de l'AFI, l'allemand, Léaumont, excusez-moi. Ah non, c'est pareil, hein. Non, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas le même cas. Avec sa grosse casquette. Vous croyez? Il avait sa grosse casquette ou pas? Quand t'as dit l'allemand, je me suis rappelé la grosse casquette du gars, vous vous souvenez ou pas, du préfet? Mais je me rappelle quand il a dit nous ne sommes pas dans le même camp, madame, en parlant à un gilet jaune. Alors si je pense à l'allemand, c'est peut-être parce qu'il y a des choses qui me rappellent la collaboration. Et pour cause, c'est qu'il avait sur le plateau d'autres personnes et il dit une chose qui est très juste, il parle des violences policières et il dit à son interlocuteur, dont j'ai oublié le nom, il dit mais celui qui considère que les violences policières, on parlait de Naël, hein, c'est pas grand-chose, c'est un raciste. Alors l'autre a fait tout un pataquès, comment vous m'accusez d'être raciste, etc. Ben, moi je le dis, oui, ceux qui considèrent que tout cela est secondaire, hein, est à mettre aux pertes et profits, sont des racistes. Hein. Ça veut dire que toute la presse qui est effectivement dans le Parlement est raciste, ça veut dire que les instances gouvernementales sont racistes, c'est par racisme, hein, c'est pas par oubli, d'accord? Parce qu'on voit très bien lorsqu'il s'agit de parler d'une affaire, hein, ils montent au créneau tout de suite, lorsque c'est une affaire qu'ils vont pouvoir utiliser, instrumentaliser au plan politique, hein, et donc il s'agit d'un racisme, vous êtes des racistes, il faut leur dire, vous êtes vraiment des racistes, il faut les interpeller de cette façon. Et la presse qui n'en a pas parlé, hein, est une presse raciste, point. Et c'est tout. Je veux dire, le problème est là. Je vais dans ton sens, on n'a pas parlé de Maman Mimi, par contre, on a tendu un micro à la femme du policier qui est mort il n'y a pas longtemps, vous vous rappelez, bon, elle est dans sa douleur et on le respecte. Cette femme donc, qui a expliqué, vous l'avez peut-être entendu, qu'il fallait rétablir la peine de mort. Que la France a tué mon mari. La France a tué mon mari. Phrase très forte. Alors elle n'a pas dit qu'il fallait rétablir la peine de mort, elle a dit... rétablir le bagne. Ah carrément? Ouais, mais par contre, sur la peine de mort, elle a fustigé la politique de 81. Attends, excuse-moi, elle a dit qu'il fallait rétablir le bagne. Elle a prononcé le mot de bagne. Ah ouais. Voilà. Et c'est fou parce que qu'elle soit dans sa douleur, d'accord, mais qu'on lui tende un micro comme ça, qu'on exploite à des fins d'un agenda raciste, ça c'est pas rien quand même. Hein. C'est pas rien. Là où il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, dans cette séquence et dans ces propos, c'est qu'effectivement, la France a tué son mari dans sa frénésie raciste. Car cette loi sur le permis de tuer, sur le refus d'obtempérer, eh bien, encourage la primauté, les actions, les exactions de la police et les meurtres policiers, et donc en quelque sorte met également en danger les personnes qui ont choisi d'exercer ce métier. Donc en fait, effectivement, c'est cette frénésie, c'est ces meurtrières de la police qui entraînent des victimes, y compris du côté policier. Bien sûr, moi je suis d'accord, parce qu'en fait ça génère une crispation des deux côtés. Ça génère une crispation des délinquants ou des on va dire, des transgresseurs potentiels. Et ça génère une crispation, une nervosité du côté policier. Du coup, quand on est dans l'espace public, bah forcément, crispation, nervosité, face à crispation, nervosité, plus éventuellement prise de produits d'un côté ou de l'autre, forcément, ça peut que déraper. Et juste pour terminer sur un truc, vraiment, mais c'est aberrant, je veux dire, c'est une volonté de la France, de l'État français, qui est des morts et des meurtres en la matière, parce qu'en réalité, il y a des solutions alternatives. Je veux dire, je vous prends au Royaume-Uni, il y a le système des HERS, il y a la possibilité avec la vidéosurveillance d'aller interpeller les gens, il y a la possibilité, mais il y a tout un tas de possibilités alternatives. Il y a aussi l'autorisation de bumper de tamponner les motos, tu vois, donc il n'y a pas que des bonnes choses. Non, mais j'ai pas dit qu'il y avait que des bonnes choses, je dis juste qu'il y a des alternatives qui existent. Bien sûr. On peut très bien, par exemple, prendre en photo la plaque d'immatriculation d'un véhicule et aller appréhender la personne a posteriori. On n'est pas obligé de tuer les gens. Mais c'est ce que propose la France Insoumise, par exemple. Il propose de donner beaucoup plus de moyens à la police judiciaire, à l'aspect judiciaire. Pardon. Et il y a même un policier lui-même, parce qu'au moment où il y avait eu cette affaire, et l'affaire Naël, justement, l'assassinat de Naël, au moment où il y a eu l'assassinat de Naël, les Hameaux, eh bien, je me rappelle qu'il y a un policier assez intelligent, hein, qui est syndicaliste, qui avait dénoncé cela, qui avait dénoncé cette frénésie, comme tu dis, d'arrêter absolument. Il a dit mais c'est n'importe quoi. Il dit on met en danger, alors non seulement la personne, mais aussi on met en danger des dommages collatéraux. Il y a combien de personnes ont été, parce que les policiers se mettent à poursuivre par exemple de façon complètement stupide. On l'a revu encore là à Colmar. Mais bien sûr, une course poursuite mais de taré, tu vois. Sûr, alors que le mec, bon, il avait fait un refus d'obtempérer avec une petite bécane. Mais oui,
dis pas que c'est bien, Et il dit- mais il n'avait pas commis d'actes très graves. Et là, ils ont failli Mais oui. Et il tuer des explique- gens à cause de ça. Et il explique qu'on a des tas de moyens ensuite de retrouver la personne sans absolument avoir besoin de cela. Et il explique, il dit, et il cite des cas, il a cité des cas, il a dit, je connais plusieurs cas où il y a eu des passants qui ont été tués comme ça, hein, parce que cette frénésie de vouloir arrêter absolument. Il y a même des policiers qui ont fait eux-mêmes des accidents, il y a eu des dommages Bien parce sûr. que, il dit alors qu'on a des tas de moyens, surtout aujourd'hui, c'était peut-être pas le cas avant, mais surtout aujourd'hui pour rattraper. Donc voilà, donc c'est une volonté d'ordre, c'est une volonté d'ordre, hein, faut reprendre tout ce qui a pu être écrit là-dessus sur surveiller, punir, etc. Hein. C'est une volonté d'ordre dans ce pays Michel où Foucault. on doit rien laisser passer. J'ai Alors, bossé pendant l'été. pour certains, pas pour d'autres. Pour rebondir sur ce que tu dis, Youssef. Après, on va avancer, hein, les Ouais, bien gars. sûr. Ouais. Mais je pense que ce qui y a vraiment au cœur de ça, c'est la question du refus d'obtempérer. C'est-à-dire que il est insupportable à l'ordre racial qu'un corps non blanc n'obtempère pas quand il lui demande soit de bouger de sa place de parking quand c'est le cas de maman Mimi, ou quand c'est un flic de s'arrêter, de respecter son autorité. Et c'est ça qui le fait basculer dans la frénésie, parce qu'il faut que son ordre soit respecté. D'autant que pour abonder dans ce sens, quand le fils d'Éric Zemmour, par exemple, fait un refus d'obtempérer, lui, il est pas tué, tu vois. Donc et par contre, quand tu t'appelles Naël Merzouk, effectivement, tu es tué parce que la police. On voit à qui on voilà. a affaire. Le Totalement. policier sait à qui il a affaire et sait que lorsqu'il a affaire à un arabe et un noir, finalement, tirer. les conséquences ne seront vraiment pas graves. Mais je pense même qu'effectivement, il vit différemment. Oui. Il le vit comme une insulte insupportable quand c'est un noir ou un arabe qui refuse d'obtempérer, de respecter son autorité, que quand c'est un petit bourge type le fils de Zemmour. Avant qu'on passe au prochain sujet, la Palestine, je rectifie ce que j'ai dit. J'ai dit que la femme avait dit, la femme du policier, qu'il fallait rétablir la peine de mort. Alors, elle a été plus subtile que ça. Elle a dit 81 était une erreur. Voilà, 81 Bon, 81, donc l'année de l'abolition Oui, la peine de mort. de la peine de mort. Donc, c'est quand même une façon quand même... Et d'ailleurs, rendons hommage peut-être à à qui Maître Henri Leclerc. Ah, mais alors, justement, Youssef, son âme. Oui. je t'ai vu rendre hommage à Maître Henri Leclerc sur les réseaux sociaux. Ah bon? Et je ne sais pas qui c'est. Est-ce que vous savez qui c'est? Ouais, Maître c'est Henri l'avocat Leclerc de la Ligue des droits de l'homme. T'as cherché. Non, je le Vous savais. savez, bravo. Bien sûr. Quelle culture. Non, franchement, c'est un bonhomme. Franchement, c'est un Et bonhomme. je me dis, si Youssef lui rend hommage, c'est que c'était une belle personne. Oui, il était surnommé l'avocat des gauchistes. Hein. Ça dit tout. Et ça avait été entre autres l'avocat de la famille de Pierre Auvernet. Pierre Auvernet, c'était ce militant maoïste qui a été abattu par un vigile de Renault. C'était le début de tout. C'est comme ça que tout a commencé, après toute la séquence de lutte armée, etc. Enfin, tout a commenccet à partir de là. C'est tout, ce sont des faits d'histoire, c'est tout, ce sont des faits d'histoire. Et donc, du coup parce qu'ensuite, cet assassin sera lui-même abattu par un commando, etc. Enfin bref, et donc Henri Leclerc a été l'avocat de la famille de Pierre Auvernet, c'était l'avocat de, voilà, pour tout vous dire, c'était l'avocat des gauchistes, hein, donc il a été l'avocat de multiples militants, d'extrême gauche, etc. C'était vraiment un monument, ce qu'on peut dire un monument, donc c'était un pénaliste, hein, et en même temps, c'était un des responsables de la LDH, voilà, et c'était vraiment un grand monsieur. Moi, il me semble, je l'avais vu aux obsèques de Hazan, notre cher Hazan, qui est décédé, ouais, absolument. Ouais. Et là, il me semble bien l'avoir vu à ce moment-là. Et là, récemment, il avait eu des sorties assez intéressantes, notamment sur la répression, par exemple, des soulèvements de la terre, des militants, des manifestants de Sainte-Soline, etc. Et il faut savoir que tu parlais de l'hypocrisie d'un certain nombre de personnes du barreau et du monde politique. Qui demandait il y a quelques semaines encore la dissolution, ou je sais pas comment on dit, de la LDH au nom de son soutien à la cause palestinienne. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Non, c'est parce qu'ils avaient critiqué la Sainte-Soline, Juste pour ça. D'accord, même pas par rapport à leur d'accord. Et qui aujourd'hui, voilà, verser des larmes de crocodile. Bon, j'allais dire 3 petits points quoi. Le temps est toujours l'ami du juste. Et les masques tombent. Bravo, Richie. Belle conclusion.